Bienvenue dans le débat. La réunion des dirigeants de l'OTAN en Turquie soulève toutes les contradictions auxquelles l'Alliance fait face. Trump a d'abord affirmé sur son réseau social que le soutien à l'OTAN était devenu ridicule. Il a reproché aux Européens de ne pas avoir soutenu les États-Unis lors des frappes contre l'Iran et juge l'Alliance trop coûteuse pour les États-Unis. Le président américain a également réitéré que le Groenland devait être contrôlé par les États-Unis et non par le Danemark. Il a menacé de retirer tout simplement les soldats américains d'Europe. Malgré ces déclarations, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a affirmé au contraire que Washington restait pleinement engagé. Et dans la déclaration finale, les alliés réaffirment leur engagement indéfectible, disent-ils, envers la clause d'assistance mutuelle, le fameux article 5. Et finalement, le président américain, en cette fin de journée, s'est montré plus conciliant. Il a accepté de livrer une licence à l'Ukraine pour la fabrication des Patriotes et il a évoqué aussi finalement un sommet très réussi. Par ailleurs, les pays membres s'inquiètent bien sûr d'une reprise de la guerre entre les États-Unis et l'Iran après de nouvelles frappes et alors que Trump a affirmé que le cessez-le-feu était terminé. Alors finalement, l'OTAN sans l'Amérique, est-ce inévitable, est-ce envisageable? Comment sauver l'Alliance? Un pilier européen de l'OTAN se renforce-t-il? On va poser ces questions à mes invités. Richard Verly est avec nous ce soir. Bonsoir Richard. Bonsoir Stéphanie. Correspondant donc France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Bienvenue. Jean-Paul Palomero est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. On est ravis de vous avoir. Jérôme Klech, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à Sciences Po, auteur de l'ouvrage Les nouveaux maîtres du futur et c'est aux éditions Hermann. Et puis nous avons par Teams dans... Ah, on me dit qu'elle va arriver. Elle a un petit problème de liaison avec Marielle Vituro, qui est journaliste à RFI et qui est basée dans un des pays baltes, on me dira lequel, et qui va nous rejoindre donc dès qu'elle pourra se connecter. 2 jours de réunion à Ankara, donc les différents leaders des pays qui appartiennent à l'OTAN. Et Trump, en arrivant, a d'abord réitéré son mépris finalement pour l'OTAN et sa colère contre les alliés. On l'écoute, c'était hier. Je suis très en colère contre l'OTAN. Nous payons beaucoup trop. Des milliards et des milliards de dollars de trop. Parce que c'est injuste, parce que nous les protégeons. Donc nous les protégeons, mais eux ne sont pas là pour nous. Réfléchissez-y, ça ne marche pas. Et puis quelques temps après, voilà ce qu'il a affirmé sur le Groenland. Je continue de penser que le Groenland devrait être sous le contrôle des États-Unis et non du Danemark. Mais ils n'ont pas voulu accepter cela. Et pourtant, nous dépensons des sommes considérables pour les aider face à la Russie. Nous n'avons d'ailleurs aucune obligation de dépenser cet argent. Nous pourrions retirer tous nos soldats d'Europe parce que, comme vous l'avez sans doute remarqué, l'Europe est très différente de ce qu'elle était il y a 20 ans. Très différente. Bien plus différente. Et ils doivent faire attention à l'immigration et à l'énergie. S'ils ne font pas attention à ces 2 sujets, il n'y aura bientôt plus d'Europe. Général Palomero, ça c'était Trump hier. Et ce soir, il a donné une conférence de presse il y a quelques instants en disant finalement c'est un succès ce sommet parce que, en l'occurrence, on a un certain nombre de contrats, et on va y revenir, qu'on a passé, des contrats donc, dans le domaine militaire entre les États-Unis et l'Europe. C'est un peu ce qu'il a dit entre les lignes. Est-ce que vous, votre analyse, est-ce que vous vous dites de temps en temps finalement l'OTAN sans l'Amérique, à un moment donné, ça sera inévitable? Non, je ne dis pas ça. L'OTAN, telle qu'elle a été conçue en 1949, a un sens. Il y avait 2 guerres mondiales derrière les hommes et les femmes qui ont créé cette alliance. Ce n'était pas pour rien. C'est une alliance pour la paix, c'est une alliance protectrice, c'est une alliance où les membres, dont les membres 32 aujourd'hui, ont des droits et des devoirs. Ce que nous rappelle Donald Trump aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des droits et les devoirs, c'est d'investir. Et ça, c'est prévu. Donc, tous les présidents américains nous ont rappelé simplement... À augmenter les dépenses en armement. Bien sûr, parce que c'est totalement déséquilibré. Il y a des domaines où les Américains détiennent 100% d'une capacité, si vous voulez. Ça, c'est pas admissible. Parce que moi, j'étais à la tête du commandement de la transformation. Nous faisions la planification opérationnelle et on voyait bien les déséquilibres. Donc, il a raison sur ce point. En revanche, l'alliance, c'est aussi une alliance de valeurs, de principes, d'intérêts. Et c'est là que le bas blesse. Dans l'alliance, dans l'élément fondamental, le traité de Washington, il est dit que les pays de l'alliance s'évertueront à harmoniser
politique économique, à créer une valeur commune. Donc on voit bien qu'on s'en éloigne et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est cette imprévisibilité. Donc le fait que les Européens prennent plus de responsabilités, créent un véritable pilier européen de l'OTAN qui pourra être un jour détaché si c'est nécessaire, mais qui est détachable, mais qui reste connecté. Je crois que pour le bien de l'Alliance, et d'ailleurs beaucoup d'Américains le pensent aussi, le rôle des États-Unis est fondamental et on voit que les Américains ont des intérêts en Europe, incontestablement, même Trump doit le reconnaître. Mais c'est vrai que c'est un OTAN qui est un peu dénaturé parce qu'il est placé sous l'angle du deal, de la négociation commerciale. C'est pas ça l'alliance. C'est ça, on n'est plus dans une alliance, Jérôme Klech. Quand on voit que finalement chacun essaye de faire avec les atermoiements de Trump pendant 2 jours, on n'est plus avec un allié américain fiable. Et c'était le cas en 1945. Donc est-ce qu'on est à un moment où on parle de pilier européen de l'OTAN pour sauver l'OTAN ? Alors, effectivement, il faut un pilier européen. Et j'allais dire, l'aiguillon Donald Trump, avec ses déclarations foutraques de début de sommet, finalement, montre bien que ça a un peu, j'allais dire, aiguillonné les Européens qui, quelque part, et c'est vrai depuis sa prise de mandat, ont fait un effort. C'est vrai de la France, c'est vrai de l'Allemagne. Il a même reconnu, c'est vrai de la Pologne, etc. Pour arriver à avoir les 3,5%, ce qu'il y avait, j'allais dire, enfin, la route vers 3,5%, on n'y est pas en France, on est à 2,2, voilà. Mais la Pologne est au-dessus, par exemple, pour arriver à retrouver ce qu'il y avait avant la fin de la guerre froide et des volumes de force qui peuvent permettre de faire face aux menaces qui sont les nôtres et que nous partageons d'une certaine manière avec les États-Unis. Aujourd'hui, c'est se préparer à un choc avec la Russie d'ici 2030. Pour faire simple, c'est ça. Est-ce que pour autant, j'allais dire, chacun y va de ses intérêts ? En réalité, non. Il y a des déclarations foutraques, mais si vous regardez la fin, tout se termine bien. Si vous regardez le communiqué et l'ensemble des points, l'article 5 a été réaffirmé par les Alliés. Les Alliés, c'est d'abord les Américains. Vous savez, aujourd'hui, en Europe, pour le déploiement américain au Moyen-Orient, vous avez des avions ravitailleurs sur les bases aériennes européennes. J'en dis pas plus sur le détail des pays concernés, mais vous aviez des avions ravitailleurs. Et c'est essentiel pour les campagnes aériennes. Donc vous voyez, en réalité, la coopération, elle n'a jamais cessé. L'alliance, elle est revivifiée par qui ? Par Vladimir Poutine, mais elle n'a jamais cessé d'exister. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire justement Jérôme Klech, Richard Verly, parce qu'il y a une différence entre une alliance et puis une convergence d'intérêts. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Alors là, on a l'impression que l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir continuer à livrer des armements américains pour Trump aux Européens, mais ce n'est plus justement l'article 5, on va y revenir, qui est précisé dans l'accord, qui est celui de dire il y a un principe de solidarité. Si jamais les États baltes étaient attaqués par la Russie, eh bien les Américains viendraient, comme l'ensemble des pays de l'OTAN, défendre la Lituanie. Mais il y a surtout une différence entre des alliés et des vassaux. C'est ça la différence essentielle. Or, pour Donald Trump, il n'y a que des vassaux. Ça ne s'applique pas d'ailleurs spécialement aux Européens. Ça s'applique au Japon, à la Corée du Sud, au Canada, qui est son voisin. Ce sont des vassaux. Autrement dit, ce sont des puissances auxquelles il concède une protection. D'ailleurs, c'est les termes mêmes qu'il emploie. Il concède une protection rémunérée, et rémunérée si possible le mieux qu'il est possible. Et puis, à tout moment, il se conserve le droit de retirer cette protection, d'en augmenter le prix. Ça, c'est pas une alliance. Non. Si ça, c'est l'OTAN, alors autant le dire, ça devient effectivement, éventuellement une structure dans laquelle ponctuellement les Européens ont encore intérêt, parce qu'à vrai dire ils n'ont pas le choix, parce que vous l'avez dit, il y a des trous entiers de leur système de défense qui dépend des États-Unis, mais dans cette alliance-là, il n'y a pas de place pour l'Europe comme puissance pour se faire entendre, il n'y a pas de place pour les alliés pour objecter aux États-Unis, et il n'y a pas de place même pour négocier les contrats, puisqu'au fond, Donald Trump fixe les conditions et vous devez les accepter. Si c'est ça l'OTAN, alors il faut tous se le dire, et il faut tous dire qu'on est dans un système, au fond, de raquette permanent par les États-Unis, dont nous avons besoin, donc nous l'acceptons. Marielle Vituro, vous êtes avec nous, me semble-t-il. Maintenant, la connexion a été rétablie avec Vilnius. Vous êtes en Lituanie, dans les pays baltes, journaliste correspondante pour RFI, auteur d'un reportage justement en mer Baltique, exercice de l'OTAN à bord d'une frégate française pour RFI. Donc vous étiez justement d'ailleurs avec une partie des forces de l'OTAN en mer Baltique. Comment a-t-on perçu ce sommet de l'OTAN à Ankara du côté des pays baltes ? Est-ce que on
on pense de plus en plus à un désengagement américain, au fait que les Américains pourraient ne pas intervenir, ne pas défendre Vilnius, par exemple, s'ils étaient attaqués par les Russes. C'est vrai que c'est dans les têtes de tout le monde, dans la tête des dirigeants des 3 pays baltes. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 soldats américains dans chacun des 3 pays baltes. Et c'est vraiment la grosse question. Pour l'instant, ça semble inenvisageable que les États-Unis ne viennent pas défendre les pays baltes s'ils étaient attaqués. C'est vraiment l'allié numéro 1 au niveau de la défense ici dans la région. Et on essaye de tout faire pour pouvoir retenir ces alliés ici qui, certes, si les pays baltes étaient attaqués, pourraient aider à la défense de cette région qui est limitrophe de la Russie et de la Biélorussie, mais aussi c'est un élément de dissuasion très fort d'avoir une présence américaine dans les 3 pays baltes. Voilà, et cette présence américaine, Donald Trump, on l'a entendu, il a dit il y a 80 000 soldats à peu près américains en Europe, général, je ne me trompe pas, un petit peu moins. Ça à peu près. Parce qu'il avait déjà annoncé qu'il y en a déjà 35 000, je crois, en Allemagne. Alors. 35 000 en Allemagne, mais il avait annoncé... On peut s'interroger pourquoi, hein, c'est une bonne question. Et pourquoi d'ailleurs? C'est un peu la traîne de cet engagement, et les Allemands l'ont accepté. Si vous voulez, le monde est en train de changer, c'est clair. Mais ce qui va être difficile de changer, c'est les états d'esprit et se donner la force, le courage, l'ambition d'avoir une Europe autonome en termes de stratégie. C'est ça la question qui nous est posée. Et c'est ça qui sauverait l'OTAN. On en parlait il y a quelques années, on se dit oh là là, non, surtout n'en parlez pas, cachez ça sous le tapis. Moi, quand j'étais à Norfolk, j'en parlais, si vous voulez, comme commandant de la transformation. Et c'était en quelle année, ça? 2014. Et c'est l'année où on a fait voter les 2%, pour la première fois, un niveau d'investissement 2%, dont 20% d'investissement. Donc vous sentiez déjà un désengagement américain. Et je peux vous dire, quand la Merkel, elle n'était pas très contente quand on lui impose ça. Mais on l'a fait, en douceur. Vous sentiez un désengagement américain, déjà? Il y avait tous les présidents américains. Obama n'était pas plus enthousiaste que ça. Simplement, il disait avec sa rondeur diplomatique, il était très sympathique. Mais ils ont tous dit, depuis Eisenhower, mais les Russes, vous ne faites pas votre boulot. Eisenhower était confronté à la guerre de Corée et à Staline. Et il a dit, il est temps que l'Europe se réarme. Nous, on n'avait pas grand-chose à l'époque. Eh bien, aujourd'hui, l'enjeu, c'est cette autonomie stratégique qui rend libre et qui permet de dialoguer, y compris avec des gens comme Trump, qui connaissent la force, qui imposent la force. Eh bien, on peut lui dire, non, c'est une alliance de pays, on y tient, mais elle a des règles et il faut les respecter. Et nous, on se met en mesure... contrepartie, parce que la contrepartie... Bien sûr, il y a une contrepartie. Juste un mot, si les 80 000 soldats quittaient l'Europe... l'OTAN, est-ce qu'on peut parler d'une autonomie européenne déjà aujourd'hui? Si effectivement il quittait l'Europe. Il faut bien regarder les choses. C'est moins les soldats américains qui comptent que les capacités qu'ils fournissent. Le problème, et ce problème, il est posé. Ils en ont sans doute parlé pendant le sommet. C'est les plans de l'OTAN. C'est de savoir si, au moment où se déclenchera la défense collective, vous savez que pour faire face à ça sans délai, il y a des plans, évidemment. C'est le rôle de l'OTAN, et en particulier du commandement suprême allié qui est américain, de faire des plans. Eh bien, si les Américains dégagent des forces, Monsieur Exet est en train de travailler là-dessus, de ces plans en disant, non, on va moins vous donner de ceci, on va moins vous donner de cela, on va moins vous donner de cela, ça va créer des trous. Par exemple, s'ils enlevaient en toute hypothèse la défense antimissile, c'est les seuls à en posséder, c'est les seuls à en donner en quelque sorte à l'OTAN, on serait bien mal dans l'absolu. Les patriotes donc? Oui, aujourd'hui, c'est pas exactement des patriotes, mais il y a une défense antimissile de l'OTAN qui s'appelle l'Aegis Offshore pour les... Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Non. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur l'Ukraine, justement, il s'est montré plus conciliant. Ça, c'était aujourd'hui Donald Trump, puisque lorsqu'il a vu Volodymyr Zelensky, il a accepté de leur donner une licence de fabrication des patriotes. Alors ça, justement, c'est ce que souhaitait... Volodymyr Zelensky, au départ, voulait des patriotes fabriqués aux États-Unis. Et là, cette licence, est-ce que ça va permettre, justement, aux Ukrainiens de mieux se défendre contre les Russes? Est-ce que c'est une concession américaine? C'est l'axe d'effort principal, j'allais dire, de ce sommet. C'était l'aide à l'Ukraine.
l'Ukraine. Et cette aide à l'Ukraine, elle se fait évidemment par la défense antiaérienne et donc au premier chef par les Patriotes, même si les Européens et la France en particulier ont mis à disposition une batterie Sante. Et donc, il fallait renforcer cet axe-là. C'est vrai aussi sur l'ensemble du dispositif aérien, mais s'agissant des drones, maintenant, les Ukrainiens sont plutôt à la manœuvre et plutôt en avance sur l'ensemble des capacités drones et sur les volumes. Ils prévoient 7 millions et peut-être jusqu'à 20 millions de production de drones pour l'année prochaine. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky n'a pas hésité à faire valoir cet élément comme atout pour briguer une intégration à l'OTAN. Ce qui reste derrière ça, c'est que les États-Unis n'hésitent pas à soutenir. Et s'ils soutiennent l'Ukraine, finalement, dans ce qui devient, sinon, j'ose le pas le dire, mais une guerre par procuration, c'est une façon quand même de soutenir le front Est face à la Russie, qui est quand même aujourd'hui l'ennemi et l'adversaire, en tout cas commun, eh bien, ça montre en fait l'engagement des États-Unis dans l'OTAN. Et encore une fois, qu'il y ait des hommes prépositionnés ou pas, la question des capacités, c'est ça qui fait véritablement la force de l'OTAN. Or, elle repose essentiellement aussi encore sur le volet américain. Le volet européen est en constitution. Et donc, il faut impérativement, j'allais dire, que l'ensemble se renforce et que le pilier européen se renforce. Et ça ne date pas de Trump. Oui. La rhétorique est beaucoup plus virulente, la rhétorique est débridée, mais ça date d'Obama et bien avant, et comme le disait le général, peut-être même d'Eisenhower. Ça n'a jamais véritablement cessé. Si vous regardez aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de capacité européenne ? Ou plutôt, il y en a, mais elles sont extrêmement fragmentées. L'Europe dépense, c'est le deuxième budget mondial sur le plan militaire, et pour autant, les euros ne sont pas suffisamment bien dépensés. Vous avez 15 à 20 types d'avions différents, là, les Américains en ont 5. Ça date pas d'hier, ça s'est fait dans la durée. La logique transactionnelle dont M. Verly parlait, elle n'a jamais cessé d'exister. Trump, simplement, le dit de façon plus virulente. Oui. Mais aujourd'hui, le réveil et l'autonomie stratégique, ça veut dire constituer des champions européens, sinon nationaux. Et ça, c'est un travail interne à l'Europe qui doit, pour cela, arriver à écorner un peu ces sacro-saints règlements qui visent à préserver la concurrence. Parce que c'est ça qui empêche la constitution, en réalité, de champions industriels et les clusters pour avoir une autonomie stratégique et n'avoir plus que 4-5 types d'avions et s'occuper tous de la même façon. C'est comme ça qu'on peut avoir de l'interopérabilité. Donc, continuité un peu sur des engagements américains depuis les années 50, si je comprends bien. Mais bon, différence avec Trump, on va écouter justement ce qu'il a pu dire en conférence de presse lorsqu'il était avec Volodymyr Zelensky, parce qu'on sent tout de même un changement. Il a dit OK pour cette licence sur les Patriotes. On va l'écouter, le président américain. Nous avons développé une bonne relation. C'est difficile à croire. Depuis le bureau ovale jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes arrivés là. Je pense que nous avons développé une très bonne relation. Nous avons réglé beaucoup de guerres et celle-ci, je pensais que ce serait la plus facile à régler. Mais Poutine est un personnage difficile et cet homme aussi est un personnage difficile. Ce n'est pas la chose la plus facile. Il y a beaucoup de détermination de part et d'autre et beaucoup d'amour pour leur pays respectif. Mais je pense que nous avons fait beaucoup de progrès ces dernières semaines. Richard, alors c'est effectivement progression depuis cette fameuse séquence dans le bureau ovale dont on se souvient tous, et en même temps il continue à mettre sur le même plan Zelensky et Poutine. Donc là-dessus, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'ils vont avoir cette licence de fabrication de Patriotes qui va beaucoup les aider, les Ukrainiens, que finalement il prend parti pour les Ukrainiens. Bon, il faut reconnaître à Donald Trump un pragmatisme à toute épreuve. Il s'est rendu compte, il l'a vu de lui-même, puisque je rappelle qu'en Alaska, c'était exactement il y a un an, il s'est fait baffer littéralement par Vladimir Poutine. Vous vous souvenez de cette conférence de presse qui n'en a pas été une, ça a duré quelques minutes, tout le monde a remballé, alors que Donald Trump voulait un show. Donald Trump, il a compris que Vladimir Poutine ne céderait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie de faire un deal avec Poutine. Il a toujours envie de faire un deal avec Poutine. C'est ce deal-là qui a ses faveurs, mais il a compris que pour l'instant, ce n'était pas possible. De l'autre côté, il a un Zelensky qui, quand même, a accepté de passer sous un certain nombre de fourches codines, qui a réussi à se faire un chèque de 90 milliards d'euros par l'Union européenne, et ce chèque a finalement été signé et débloqué, et qui, en plus, s'avère être une puissance militaire intéressante pour les États-Unis, parce que ce qu'on dit peu, et je parle sous votre contrôle, c'est qu'il y a énormément de firmes américaines qui sont implantées en Ukraine, notamment dans la confection des drones. Donc Trump, il a un truc qui s'appelle le laboratoire ukrainien. Et ce laboratoire, il marche. Si on le compare à une start-up, la start-up, elle est en train de devenir licorne. Donc Trump, il voit une c'est bon pour moi. Absolument.
Et qu'en dit-on, Marielle Vituro, justement, du côté des pays baltes? Il y a manifestement une menace russe qui est encore plus forte du côté à l'Est. On entend dire que la Russie préparerait une provocation, je cite, provocation armée en Pologne pour tester l'OTAN, une incursion terrestre des forces russes d'ici quelques mois. Alors c'est selon un site d'information polonais honnête qui cite des sources proches de la défense polonaise. Lorsqu'on se trouve aux pays baltes ou en Pologne, on sent la menace russe beaucoup plus présente que lorsqu'on est en France ou en Allemagne. Donc, quel impact ce type de discours à l'égard de l'Ukraine, à l'égard des Ukrainiens, peut avoir, l'impact justement de ce discours dans ces pays à l'Est? Il y a deux choses. D'un côté, on sait dans les pays baltes qu'on est protégé d'une certaine manière tant que la Russie est encore en guerre contre l'Ukraine, puisque l'armée russe est occupée là-bas. Mais on voit aussi cette escalade un petit peu entre la Russie et l'Ukraine ces derniers temps, et peut-être aussi cette volonté pour Vladimir Poutine d'ouvrir peut-être une sorte d'un nouveau pont hybride, peut-être dans les pays baltes, peut-être en Pologne. On a vu ces derniers temps de nombreux drones traverser l'espace aérien des trois pays baltes. Des drones ont été abattus par la mission de police du ciel de l'OTAN présente depuis 2004 dans les pays baltes. Il y a aussi de nombreuses incendies, d'attaques hybrides qui s'accélèrent un petit peu dans les pays baltes. Donc, on est toujours en fait sous cette menace, et la menace hybride est la plus difficile un petit peu à déterminer. Elle est moins claire qu'une attaque militaire presque réglementaire, et c'est ce qui rend la situation difficile pour vraiment évaluer la situation. Général, parce que c'est ce qu'elle dit en fait, Marielle, c'est tant qu'il y a une guerre que la Russie est occupée sur le front ukrainien, peut-être qu'elle n'ira pas jusqu'à une incursion militaire dans un des pays baltes ou en Pologne, mais elle n'est pas à exclure. Sitôt qu'il y aura un cessez-le-feu, peut-être qu'elle sera peut-être encore plus tentée de le faire. Et là, est-ce que ces tests, finalement, elle teste l'OTAN avec ses incursions, avec ses incursions de drones, toute cette guerre hybride? Cet article 5... est-ce qu'il vous semble solide, cet article de solidarité entre les différents protagonistes de l'OTAN face à une menace, à cette guerre hybride qui pourrait en fait entraîner un conflit armé, tout simplement? L'article 5, si oui, il a été parfaitement écrit. C'est pas un article militaire en soi. C'est simplement de dire, voilà, lorsqu'un membre de l'OTAN est attaqué, les autres lui doivent le soutien selon des moyens et selon leur volonté. Mais il n'est pas automatique, cette Ah non, il y a l'automaticité, il faut... voyez, le Conseil de l'Atlantique Nord, tout ça peut se préparer, parce que l'article 4, lui, il ouvre pour un pays le droit à consulter, en disant, attention, un pays balte peut le faire, par exemple. Moi, je crois que, d'abord, le vieil adage « prépare, si tu veux la paix, prépare la guerre », il est toujours valable, plus que jamais. Mais prépare la guerre sous toute sa nature. Et surtout, ne vit pas d'espoir. Si vous voulez, on ne peut pas se dire la Russie est fixée à tel endroit. Primo, il va falloir que M. Poutine sorte de sa guerre. Comment il va le faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Personne n'en sait rien. Il n'en prend pas le chemin. Mais il peut être tenté par une aventure. Il peut être... Vous savez, on ne peut pas vivre comme ça. Quand le chef d'état-major des armées, le général Mandon, dit qu'il faut se préparer, lui, il a une armée en responsabilité. Il a une mission de chef d'État et il n'a pas à se poser de questions. Il faut être prêt. Donc, la guerre, ça peut être demain. Si c'est demain, eh ben, on fera avec ce qu'on a. Mais... on fera avec l'OTAN, justement, on fera avec cet article 5, c'est la question qu'on se pose. Je le pense, je le crois, je l'espère aussi. Et en revanche, ce que disait notre correspondante sur la guerre hybride, évidemment que la déstabilisation de certaines minorités russophones, ça fait partie de la panoplie de Poutine, on le sait. Mais d'un autre côté, quand vous allez dans les pays baltes, je peux vous dire que les gens, ils savent pourquoi ils sont de ce côté-là de la frontière. L'herbe est plus verte, si vous voulez, de ce côté-là de la frontière. Moi, j'ai visité, dans mon rôle de commandeur stratégique, tous les pays. Je peux vous dire que la volonté, elle est là. Et oui, alors certains nous diront, oui, mais vous savez, n'empêche qu'ils voient bien la différence entre le régime de Poutine qu'ils ont quitté, enfin le régime russe qu'ils ont quitté volontairement.
démocratiquement. Ils ont rejoint l'OTAN démocratiquement. C'était pas un hasard. Ils ne sont pas rentrés Mais est-ce qu'ils peuvent par effraction. compter sur les alliés de l'OTAN s'il y a une incursion russe? En tout cas, la France et les autres pays sont là en ce moment pour mener des mesures de réassurance, pour montrer qu'on est là. On travaille ensemble pour préparer en quelque sorte cette guerre et montrer à Poutine qu'on a cette résolution. Si nous-mêmes nous montrons un doute, évidemment, on l'encourage quelque part. Donc peut-être justement ces puissances, France, Allemagne, mais pas l'OTAN. C'est ça la question. Si, ils appartiennent à l'OTAN, ils se préparent sous l'égide de l'OTAN, qui a une structure de commandement, qui est prête pour ça. Et c'est tout l'intérêt de cette alliance. Donc vous voyez l'article 5 qui serait de toute façon utilisé s'il y avait une incursion de l'armée russe. Tout dépend du seuil, si vous voulez. Personne ne l'a jamais vraiment pratiqué, une fois pour les États-Unis, mais c'était pas vraiment... Mais on l'a jamais pratiqué. Donc le tout, c'est de déterminer le seuil d'une agression armée. C'est ça la question. Et on n'aura jamais la réponse absolue. Et puis qu'il y a une volonté politique de la part des différents pays. C'est pourquoi on a des ambassadeurs en permanence à Bruxelles pour parler de ça. C'est le seul endroit où il y a des ambassadeurs qui soient tournés absolument vers la défense et la sécurité. Et c'est une bonne chose. Jérôme Claeche. Et cet article 5, j'allais dire, ça, évidemment, c'est important. Ils ont mis en avant, c'est évidemment, intéressant, dans le premier alinéa du communiqué aujourd'hui. Oui, mais j'allais dire, la première chose, c'est d'abord d'être fort chez soi. C'est la somme des forces qui fait l'article 5. Vous savez, l'article 5, c'est pas d'aujourd'hui la question qu'on se pose. Déjà en 2008, quand l'Estonie a fait l'objet d'une attaque cyber, il n'y a pas eu d'article 5. Et après, les menaces et l'appréciation des menaces autour du cyber a progressé. Ça a fait son chemin à l'OTAN, etc. Donc on se pose la question de l'article 5 parce qu'il y a la rhétorique extrêmement virulente de Donald Trump. Mais en réalité, il est ni plus faible, ni plus fort. La vraie question, en fait, c'est de savoir, si on a les forces morales pour véritablement faire face à un accrochage avec la Russie, parce que quand on dit la Russie est fixée, c'est une erreur d'appréciation. En réalité, le coût marginal pour la Russie dans l'élargissement éventuellement de l'agression, sur la Pologne ou sur les pays baltes, il est très faible. Et je dis autrement, l'espérance de gain, elle est très forte. Pourquoi ? Parce que la Russie est dans une défaite stratégique. Je ne développe pas, mais c'est à peu près clair pour tous nos téléspectateurs. Élargissement des frontières de l'OTAN, économie complètement en berne, presque 1,5 million de morts pour arriver à consolider le Donbass en passant de 7,13 à une vingtaine de %. Donc en réalité, la sortie pour Vladimir Poutine, c'est peut-être d'élargir le combat, de façon à avoir en face non plus une Ukraine qui lui résiste et qui commence à l'affaiblir sur le plan intérieur, mais avoir un véritable ennemi à sa mesure, c'est-à-dire l'OTAN. Mais attention, lui serait prêt à perdre peut-être encore quelques centaines, quelques milliers, voire quelques centaines de milliers de personnes. En revanche, les pays européens, il n'est pas sûr qu'après quelques dizaines et quelques centaines de morts, il n'y ait pas tout de suite une véritable débandade. C'est là qu'est véritablement le sujet, plus que sur la somme des forces conventionnelles. Oui. Et ça... c'est avec ou sans les Américains. Le sujet, ce ne sera pas avec les Américains. On ne sera pas plus résilient moralement parce qu'il y a des Américains qui mourront. La question, elle se posera au moment où il y aura les premiers Français, les premiers Allemands, les premiers Polonais qui mourront. Il est là le sujet. Et c'est pour ça que pour Vladimir Poutine, le coût marginal de l'élargissement, il est extrêmement faible et il faut y veiller. Richard Verly, pour rebondir... Moi, Pardon de... Est-ce que c'est dissuasif encore, cette alliance Mais justement, je voudrais revenir sur ce point. Moi, je pense que le fait d'avoir les Américains aux côtés des Européens est un facteur de motivation. C'est-à-dire que, oui, il y a le risque que vous évoquez, le risque de ne pas faire face peut-être, ou que nos sociétés, qui sont des sociétés, on va dire, habituées au confort, ne soient pas capables d'affronter la menace russe. Je pense qu'on est plus fort si on sait qu'on peut compter sur les Américains, et que ça nous incite davantage à faire face. Or, la situation actuelle, c'est qu'on ne peut pas compter sur eux. Donc, de fait, le risque est en quelque sorte maximal. Après, est-ce que l'OTAN, aujourd'hui, on pourrait tirer la prise, les Européens ? Parce que certains l'imaginent. Tout ce que je lis et tout ce que j'entends me laisse à penser que c'est pas possible. C'est pas possible de tirer la prise maintenant. Après, il y a quand même... Tirer la prise, qu'est-ce que vous voulez dire ? Tirer la prise, c'est-à-dire dire au revoir les Américains. Dire qu'est-ce qu'on bâtit ? De faire l'OTAN sans les États-Unis. Exactement. Je vois que c'est pas possible et qu'il y aurait beaucoup de trous dans la raquette de défense. Par contre, quand même, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que vraiment... Et l'industrie, on l'a compris, fait partie de la défense, puisque c'est elle qui produit les outils nécessaires à la défense. Est-ce que les États-Unis sont prêts, je dis les États-Unis, je dis pas Donald Trump, est-ce que les États-Unis sont prêts à laisser émerger les géants européens de la défense ? Est-ce qu'ils ne vont pas tout faire pour l'empêcher ? Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que s'ils laissaient
je dirais, de bonne grâce, s'il laissait les alliés européens construire des géants de la défense, à ce moment-là, peu à peu, on entrerait dans une alliance entre égaux. La réalité, c'est que les États-Unis, en fait, pardonnez-moi l'expression, et en particulier sous Donald Trump, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, ils veulent la domination stratégique et la domination industrielle. Général, pour justement revenir sur ce que vient de dire Richard Verdi. Alors, il y a eu un accord, plusieurs accords d'ailleurs, lors de ce sommet d'Ankara, accord militaire entre les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède, donc Lockheed Martin avec des sociétés militaires européennes pour manifestement d'ailleurs des unités qui vont plutôt se trouver en Europe. Il y a un accord en tout cas entre Lockheed Martin et Rheinmetall, pardon pour l'accent, pour créer une usine donc en Allemagne de fabrication de missiles, je me trompe pas, et c'est la raison pour laquelle probablement Trump a été plus conciliant à la fin, justement en parlant de l'OTAN, parce qu'il y a des accords militaires entre les États-Unis et l'Europe. Mais ça rentre dans cette problématique effectivement d'autonomie européenne. Oui, alors je dois avouer, personnellement, c'est assez agaçant de voir, et pour pas dire plus, de voir ce réflexe. Et vraiment, j'ai travaillé beaucoup avec nos amis allemands quand j'étais en particulier à l'OTAN, mais même avant, bien avant. Le premier réflexe d'une boîte, et les Allemands mettent vraiment de l'argent sur la table, ce qu'ils n'ont pas fait depuis jamais d'ailleurs. 3,5% du PIB consacré à la défense d'ici à 2029. 3,5% du PIB allemand, c'est pas 3,5%. 100 milliards d'euros, en général, pour moderniser l'armée allemande. Ça fait peur à certains, je ne vous le cache pas. Oui, on va en parler d'ailleurs. Oui, c'est ça. Non, mais que Rheinmetall se mette sous les griffes de Lockheed Martin, et qui plus est, et alors là, on rentre dans le futur. Moi, j'étais patron de la transformation de l'OTAN, j'ai les yeux rivés sur le futur. Qui plus est, sous la houlette des grands du numérique, des grands de l'intelligence artificielle, de Palantir et d'autres, je pourrais les citer, pour piloter leur avenir, l'avenir de leur capacité, l'avenir de leur capacité de production, l'avenir de leur ingénierie d'une manière générale, l'avenir de leur connaissance, de la bataille cognitive, c'est sans doute là que le bas blesse le plus aujourd'hui. Parce que l'autonomie stratégique, elle doit commencer par une définition de ses objectifs. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il veut aller. Or, ça doit être une autonomie industrielle aussi, c'est ça que oui, bien sûr que ça en fait partie. C'est pas l'autarcie, on peut travailler avec d'autres, c'est pas le problème. Mais si on laisse les Américains non pas continuer à intervenir, mais peser encore plus que ce qu'ils pèsent aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle comme bouclier, parce que ça va être un vrai sujet pour les armées et d'une manière générale pour l'économie. Est-ce qu'on va s'opposer? Est-ce qu'on va définir notre voie? Il y a une pression américaine générale qui fait que finalement ils passent des accords avec les Américains, les Allemands. Mais il y a eu aussi le problème du SCAF. On a bien vu aussi qu'entre la France et l'Allemagne, c'était pas si simple. Donc bon. Le SCAF, ça laisse effectivement le problème, pour faire très simple, parce que j'étais un tout petit peu à son origine et je le revendique. Avion de combat franco-allemand. C'était en 2017, c'était de dire l'avion de combat du futur, ça sera pas l'avion de combat qu'on a aujourd'hui. Donc il faut réfléchir différemment. Il faut réfléchir en termes d'efficience, il faut être efficace et économe en quelque sorte. Il faut pouvoir cibler. Il y a des tas de... créer une guerre en réseau où on puisse utiliser les différentes capacités donc c'est une bonne idée. Au mieux. Je crois que sur le fond, c'est mieux. Et ce n'est pas une raison, parce que les Allemands peut-être ne veulent pas le faire, de ne pas garder cette idée, parce que c'est celle qui doit nous guider pour l'avenir. En tout cas, j'en suis convaincu. En tout cas, sur cette autonomie européenne, à la fois les Américains qui peut-être veulent s'immiscer dans tous les deals militaires avec l'Europe, donc font pression, et puis de l'autre, des mésententes aussi entre pays européens. C'est pas simple. Ah oui, non, de toute façon, c'est le principal problème. C'est déjà d'arriver à s'accorder entre soi. Quand il y a l'aiguillon, et à cet égard, je le disais, Donald Trump a quelque part été positif d'une certaine manière, parce qu'il a obligé les Européens à prendre conscience qu'il fallait se réarmer. Là où, j'allais dire, on reste un peu au milieu du gué, c'est que quand les Allemands, effectivement, se disent bon, on va passer à 3,5% du PIB et donc à 108 milliards d'euros, parce que ça représente 108 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près le double de ce que dépend de la France, c'est immédiatement pour se ruer sur le F-35 et immédiatement, effectivement, pour avoir des deals industriels avec les États-Unis. Et j'allais dire, c'est dans l'ADN historique de l'Allemagne, ce qu'évoquait le général initialement sur la présence des troupes américaines en Allemagne. Et donc ça, c'est très difficile de lutter contre ces atavismes-là. Et donc le SCAF, effectivement, l'idée va perdurer. Le SCAF, c'est un système de systèmes, c'est un peu technique pour nos téléspectateurs, mais l'idée, c'est faire du combat collaboratif
collaboratif, en réseau, multimilieu, etc. Bon, c'est un peu technique. Et donc, c'est cette guerre qu'il faut être capable de livrer, et c'est ce système qui va se survivre à lui-même d'une façon ou d'une autre. Mais encore faut-il trouver les industriels et les partenaires qui veuillent bien s'associer pour le faire. Et c'est là où, en réalité, plutôt que de parler d'Europe de la défense, la seule Europe de la défense, c'est le pilier européen de l'OTAN. Et c'est l'interopérabilité que peut créer cette machine à créer de l'interopérabilité, c'est-à-dire cette capacité à travailler et à opérer ensemble dans tous les milieux où il faut livrer bataille. Ça, c'est ce que fait l'OTAN. Après, pour les ressources et les forces, il vaut mieux travailler de façon à géométrie variable. C'est-à-dire qu'en réalité, plutôt que de parler à 27 sur l'UE, il faut quelques pays qui s'associent de façon ad hoc sur certains projets. Et peut-être que la France se tournera vers la Suède, qui sait faire des avions, pour, avec Dassault, arriver à faire survivre le SCAF. L'idée du SCAF se survivra de toute façon, puisque ça répond à un besoin. Et c'est aussi simple que ça. Marielle Vituro, que dit-on justement du côté des pays baltes? On parle aussi d'un pilier européen de l'OTAN nécessaire, ou on continue à penser qu'il faut absolument garder les Américains? C'est sûr qu'il faut absolument garder les Américains, puisque l'un de vos interlocuteurs l'a dit, ils ont des capacités stratégiques que les Européens n'ont pas. Mais on voit nettement aussi une direction qui est prise vers plus d'Europe, vers plus de collaboration. De plus en plus d'alliés européens sont présents dans les pays baltes de manière permanente. Donc, naturellement, une coopération avec les différentes armées européennes se met en place, et on comprend aussi qu'à terme, les États-Unis peuvent se désengager de plus en plus de l'OTAN. Donc, il faut vraiment développer cette coopération avec les pays européens, avec la défense européenne, même si les États-Unis restent l'allié principal numéro 1, capable d'assurer la défense et la dissuasion dans les pays baltes. On va écouter Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui a pris la parole justement sur la défense. De nouveaux contrats d'envergure ont été signés et d'autres annonces importantes ont été faites, représentant au total des dizaines de milliards de dollars, un chiffre qui ne cesse de croître. Cela signifie davantage de systèmes de défense aérienne et de capacités de frappe, de communication par satellite, de munitions, davantage de drones et des systèmes anti-drones, ainsi qu'une résilience et une préparation accrue. Là, Richard Verly, il dit à Trump, je vous montre patte blanche, les Européens réarment, passent des accords ensemble. Ça, c'était le discours de Mark Rutte. Oui, tout à fait. C'est Mark Rutte, il est le secrétaire général de l'OTAN, il pourrait être le ministre de la Défense des Émirats Arabes Unis. Je veux dire, le langage est le même. Non, mais je fais l'analogie parce que le langage est le même. C'est-à-dire, le langage qu'il tient à Donald Trump, c'est pas patron. Nous avons passé les contrats qui vont bénéficier à vos entreprises. Donc, vous pouvez considérer que ce sommet vous a rapporté. Voilà ce que dit concrètement Mark Rutte. Et malheureusement, il faut reconnaître que c'est le seul langage que comprend Donald Trump. Parce que si vous lui donnez un autre langage, vous avez le risque que la grenade Trump explose en plein sommet, et ça crée de l'incertitude à tous les niveaux dans un moment où, franchement, il y a suffisamment de convulsions entre le Golfe Persique et l'Ukraine. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est dans une position obligée. Et même Emmanuel Macron, disons-le, et pourtant la France qui tient bon sur son cap d'autonomie stratégique et d'Europe puissance, eh bien Emmanuel Macron, il a montré au sommet du G7 d'Évian, on en avait parlé, que lui aussi, il a fait de la calinothérapie à Donald Trump, parce que le pire pour tous ces dirigeants européens, c'est que Trump leur explose dans les mains parce qu'ils ne sauraient pas quoi en faire, et en plus, ça risque d'avoir des conséquences, y compris industrielles, y compris en matière de défense. Ouais, difficile de parler d'alliance, donc, avec un tel allié. Général Paloméros, une question quand même industrielle, peut-être intéressante sur l'Europe, puisqu'on parle du SCAF, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle, mais le groupe de défense suédois Saab voudrait vendre en fait des avions Global Eye, donc de détection avancée pour l'OTAN. Donc un Suédois pourrait succéder à un Américain là pour le système de détection du radar, si on veut dire un peu bonne nouvelle pour l'Europe. D'abord, pourquoi la Suède propose ce projet? C'est parce qu'elle détient les compétences. C'est le cœur du sujet. Si on n'a plus les compétences, c'est même plus la peine de parler. Donc il y a des compétences suédoises dans ce domaine. Oui, mais les Suédois, ils savent très bien travailler avec nous d'ailleurs. On a fait des drones, enfin peu importe, mais ça prouve qu'il existe cet avion qui remplace, c'est un système, lui aussi, un système de détection, si vous voulez, pour voir les avions, les missiles, les drones, que ce soit dans l'espace aérien, l'espace maritime, l'espace terrestre. Donc c'est un peu le couteau à tout faire, et qui va diriger en quelque sorte la manœuvre. Et nous,
Au départ, ce sont des AWACS américains qui ont assuré ça depuis pratiquement presque la naissance de l'OTAN ou un peu plus tard. Et aujourd'hui, on a une société européenne, suédoise, qui s'impose avec un système qui fonctionne. On pourrait en dire de même des avions ravitailleurs, des Airbus A330, les Américains n'ont pas l'équivalent. Vous voyez, on est capable de faire des choses. A400M, là, je vois aussi qu'il y a une flotte d'Airbus qui est constituée entre la France, la Belgique, la Croatie, la Pologne, l'Espagne, et pourquoi ? la Parce qu'on Turquie a et le eu, Royaume-Uni. entre guillemets, peut-être l'intelligence ou l'intuition qu'il faudrait faire. On a inventé un commandement du transport européen. Il y a des outils pour travailler ensemble. Il faut les utiliser, je crois. Et c'est pas, on couvre pas 360 degrés. Vous savez, des patriotes, combien les Américains, les patriotes PAC-3, ceux qui interceptent des missiles balistiques, les Américains en produisent 600 aujourd'hui. Vous savez combien il en a été consommé dans le Golfe ? 1900. Oui. 3 fois plus que ce que... Donc, pourquoi M. Zelensky a un problème ? Et nous, on a un système, vous l'avez dit tout à l'heure, le SAMT, c'est le moment de capitaliser. Heureusement qu'on a gardé ses compétences. La clé, ce sont les compétences. Une souveraineté industrielle, donc, Jérôme Klech. Oui, et donc tout ce que l'on énonce, qui est positif, là, si vous regardez bien, ce sont des coopérations, quelques exemples positifs. Sont des coopérations pan-européennes, ad hoc. Il n'y a rien qui se fait à 27 sous l'égide de l'UE. Tout ça, c'est alors parfois du franco-allemand, etc. Parfois c'est franco-italien, parfois ça sera franco-suédois, etc. Et ça peut fonctionner. C'est ça aussi l'autonomie stratégique. Vous savez, l'autonomie, c'est peut-être pas la dépendance, et l'indépendance, c'est des dépendances choisies. Des dépendances choisies. On en est là. On ne peut pas être indépendant sur tout et autonome sur tout. Donc il faut choisir ses dépendances et faire en sorte que par une géométrie intelligente et agile, on puisse répondre aux besoins quand on en a besoin. Après, ça reste au niveau politique aussi qu'il faut pouvoir avoir une solidarité pour s'entraider en cas de menace. Oui, un élément que j'ajoute à l'exemple suédois. Les Suédois ont les compétences, ça vient d'être dit. Moi, je ne suis pas expert de ces questions industrielles, mais il y a aussi un état d'esprit. Je rappelle juste que la Suède a longtemps été neutre. La Suède a rejoint l'OTAN depuis peu, liée à la menace russe. Et donc, parce qu'elle avait cet esprit de neutralité, la Suède n'a pas cédé ses compétences. Je vous le dis, ça ne vous étonnera pas, parce que je pense à la Suisse également. Quand des pays ont été longtemps neutres, ils ont développé en eux un certain état d'esprit que n'ont pas, ça nous ramène, que n'ont pas les Allemands pour des raisons historiques évidentes. Donc, maintenant qu'ils sont rentrés dans l'OTAN, on va en profiter. Absolument. Il ne faudrait pas qu'ils perdent cette... De la même manière que je pense qu'il y a des coopérations, mais je n'ai pas besoin de le penser, ça se fait sur le terrain. Il y a des coopérations entre, par exemple, la France et la Suisse dans le domaine de l'armement, qui, parce qu'il y a cet état d'esprit de souveraineté, en France, c'est la souveraineté avec la dissuasion, en Suisse, c'est la souveraineté de la neutralité, mais c'est complémentaire. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission fort intéressante. Merci Jean-Paul Palomero, général. Merci à vous. Merci Jérôme Klech. Merci beaucoup Richard Verly. Marielle Vituro, merci d'avoir participé en direct de Vilnius, donc aux Pays-Baltes, et on se retrouve demain. Merci.